Mais voici la question. Quand la psyché de l'enfant peut-elle tester d'autres solutions anxiolytiques, puisque, comme je l'ai répété à maintes reprises, la psychose primaire protège suffisamment la psyché de l'angoisse? Il est possible que certains d'entre vous aient remarqué l'effondrement de ma théorie de la psyché à ce stade, alors voyons si ma théorie s'est vraiment terminée ici. En effet, c'est un moment difficile pour ma théorie de la psyché, car cela semble être une contradiction irréfutable. Comment un enfant peut-il acquérir et améliorer les outils anti-anxiété et aussi augmenter l'intelligence anxieuse émotionnelle s'il est protégé de l'anxiété par la psychose primaire jusqu'à l'adolescence? C'est pourquoi cette psychose est apparue il y a des millions d'années et s'est inscrite dans les gènes pour nous protéger contre l'angoisse. Ainsi, la conscience de l'enfant n'a aucun contact avec les stimuli provenant du pôle d'anxiété, car leur réception est bloquée par la psychose primaire. Puisque ces stimuli n'atteignent pas la conscience, la psyché de l'enfant ne peut pas savoir ce qu'est l'anxiété, et si c'est le cas, elle ne peut pas et n'a pas à y faire face. Oui, l'enfant sait ce qui est la peur, c'est-à-dire la réaction de mobilisation, de tension nerveuse et de fuite vers un endroit sûr, loin d'une menace visible. Mais l'enfant ne sait pas encore ce qu'est l'angoisse, c'est-à-dire la même réaction de mobilisation, de tension nerveuse et d'évasion, mais contre une menace invisible et abstraite. Bien sûr, le fait qu'un enfant, pendant une longue période de l'enfance, ne comprenne pas et ne résout pas l'anxiété, ne signifie pas que cette anxiété n'est pas là. L'angoisse est là tout le temps, à commencer par la vie fœtale déjà, dès que le système nerveux central avec le cerveau se forme. Mais cette angoisse n'est pas perçue par l'enfant grâce au blocage de transmission par la psychose primaire entre le pôle anxiété de la psyché et la conscience au développement de l'enfant. Alors, répondons une fois de plus le critique de ma question théorique. Comment un enfant est-il censé développer ses outils anxiolytiques s'il n'est pas en contact avec l'angoisse? Et pourtant, c'est possible. Premièrement, l'enfant a accès à l'expérience de la peur. La psychose primaire ne protège jamais contre la peur. Mais la peur est un jumeau de l'anxiété, bien que l'anxiété ne soit pas la peur, comme je l'ai expliqué à plusieurs reprises. Déjà dans la vie prénatale, lorsque nous ressentons de l'anxiété, nous vivons exactement le même processus mental dans notre psychisme que la peur. Une tension nerveuse et une mobilisation pour échapper à une menace réelle. La seule chose qui distingue la peur de l'angoisse et la cause qui initie ce processus est la durée et sa durée. Appelons donc ce processus avec un seul nom, processus anxiété-peur. Dans le cas de la peur, la cause du processus anxiété-peur est l'apparition soudaine d'un objet compris comme une menace. Et le processus d'anxiété-peur se poursuit soit jusqu'à ce que nous nous familiarisions avec l'objet menaçant et par conséquent qu'il cesse d'être perçu comme tel, soit jusqu'à ce qu'il soit éloigné dans le temps et l'espace. Dans le cas de l'anxiété, le processus d'anxiété-peur n'a pas de cause. Et il ne peut pas y avoir parce que c'est un processus qui se déroule constamment pendant que nous sommes éveillés. Ce processus d'anxiété-peur est donc identique dans les deux cas. C'est le même processus. En fait, l'angoisse, c'est comme avoir un nombre infini de peurs les unes après les autres et sans aucune raison. Dès là, il est clair que l'enfant peut rassembler et maîtriser les outils anxiolytiques en interagissant avec la peur. C'est le premier. Deuxièmement, l'enfant apprend au fil du temps à comprendre l'anxiété conceptuellement. Bien que tant que les enfants sont protégés par la psychose primaire, ils ne ressentiront pas cette anxiété mentalement. Ils apprennent l'anxiété et comment y faire face auprès des gens qui les entourent. Un enfant remarque très tôt l'anxiété des personnes les plus proches. Souvent, même les nourrissons peuvent non seulement remarquer de tels états d'anxiété chez leurs parents proches, mais ils essayent même d'y remédier en envoyant un sourire radieux. Ne s'agit-il pas des premières tentatives pour développer une stratégie anti-anxiété? Et comment un enfant sait-il que la meilleure façon de gérer l'anxiété est de sourire?
parce qu'il éprouve l'effet salutaire du sourire de ce tuteur lorsque l'enfant ressent la peur elle-même. Oui, oui. Ces outils anti-anxiété sont en grande partie l'héritage que nous recevons de notre plus tendre enfance, de nos parents, de nos soignants et de tout l'environnement. Plus tard, chacun développe et enrichit ce patrimoine dans la communication avec l'environnement. Et aussi dans l'enfance, sans même savoir quelle est l'angoisse. Nous préparons néanmoins des outils anxiolytiques qui deviendront notre arme dans la lutte contre l'angoisse lorsque nous sortirons de la psychose primaire et que rien ne nous protégera de l'angoisse sauf notre intelligence anxieuse émotionnelle. Troisièmement, à la fin de l'enfance, juste avant l'adolescence, la structure rigide psychotique de la psyché d'un enfant commence à s'effriter face à l'augmentation de l'intelligence anxieuse émotionnelle et de l'intelligence logique. Surtout cette dernière ne peut plus s'inscrire dans le cadre conceptuel rigide et enfantin de la psychose primaire. C'est une période d'intérêt pour ce qui est inconnu, étrange et lointain, une période de lassitude avec ce qui est connu et familier. Voici la réponse à la question qui n'a pas été posée dans les avant, mais sans aucun doute, beaucoup de chers exécuteurs et lecteurs y ont déjà réfléchi. La question est pourquoi, dès le début de ce travail, la thèse est soutenue que la récupération de la psychose primaire ne se produit qu'à l'adolescence. Comme j'ai déjà commencé à l'expliquer, c'est à l'adolescence que la structure psychotique rigide du psychisme d'un enfant se rend face à une force puissante issue de l'intelligence anxieuse émotionnelle et de l'intelligence logique héritée, la force qui pousse l'adolescent au-delà du monde bien connu et ses environs. Ensuite, il ne s'agit pas d'être en sécurité, confortable et complet. Il s'agit de découvrir le monde et nous entrons dans ce monde. Et ce n'est pas un phénomène purement humain. J'ai écrit à ce sujet dans un de mes livres précédents. Cela se produit dans la grande majorité des espèces de mammifères et d'oiseaux. L'enfance se termine par une grande évasion de la maison, des nids, loin de ce qui est familier. Cela n'a pas à être une évasion physique. Pour les humains, ça peut aussi être une évasion mentale. Pendant l'adolescence, nous perdons l'attachement au monde qui nous est proche et familier. Nous sommes attirés par l'inconnu, malgré tous les risques. Oh oui, le risque d'échec. Il y a un risque d'échec. De plus, l'échec l'échec sont inévitables et même nécessaires. Il est impossible de bien faire ce que vous n'avez jamais fait auparavant. Alors, comment survivre à un tel moment de la vie? Ce n'est ni rhétorique, ni question hypothétique, car au moins 75 jusqu'à 90% de l'humanité ne pourra pas se débarrasser de la psychose primaire de l'enfant, ne fera pas un pas dans la maturité mentale, dans la vie au-delà de la psychose primaire de l'enfance. Pourquoi? Parce que c'est trop dur, parce que cela dépasse les capacités de ce jeune, parce qu'ils ne sont pas prêts à échouer dans la lutte contre leur anxiété, et pas seulement eux, leurs parents non plus. Au premier lieu, les parents ne sont pas prêts à supporter la pensée de l'âge adulte de leurs enfants, parce que l'âge adulte est une défaite inévitable et constante dans la lutte contre vos propres angoisses et émotions. Il n'y a pas d'autre solution que de reporter ce moment à un avenir indéfini, le moment où leurs enfants deviendront mentalement mûrs. Mais c'est là que sera le problème, car la maturité ne peut pas être planifiée ou reportée. Et la maturité ne vient pas de rien, de la puissance de tout acte ou événement magique, d'instant en instant. On devient mûr jour après jour, tout au long de toute l'enfance. Et la sortie de la psychose primaire n'a lieu qu'une seule fois, à l'adolescence, lorsque nos gènes déclenchent l'impulsion de quitter les nids. Si vous ne vous envolez pas, vous ne partirez plus jamais, malgré de nouvelles échéances fixées plusieurs fois. Mais pour s'envoler, vous devez accumuler suffisamment de puissance mentale tout au long de votre enfance.
parce que pour se remettre de la psychose primaire, nous avons besoin d'une intelligence anxieuse émotionnelle suffisamment élevée. L'intelligence logique n'est pas importante dans cet acte de notre vie. Mais l'intelligence anxieuse émotionnelle se développe aujourd'hui difficilement car, comme je l'ai déjà écrit, la culture systémique diffusée par l'industrie de la consommation et les masses médias promeut le style type 1 humanité, c'est-à-dire un style avec une autocritique absente, une auto-estime externe théâtrale gonflée et une naïveté infantile. Les enfants sont élevés dans cette culture de non-autocritique et d'autosatisfaction maximale, la culture de la vie sans effort. Quelle maturité auront-ils alors qu'un jour ils devraient normalement quitter le nid? Très peu. Donc ils ne s'envoleront pas parce qu'ils n'en ressentiront même pas le besoin. Une autre chose est que où irait-il, même s'il réussissait à accumuler suffisamment d'intelligence anxieuse émotionnelle avant l'adolescence? Leur monde entier, le monde de leurs parents, tourne autour de style de vie de l'humanité de type 1, où il ne s'agit pas de développement, mais uniquement de consommation. La préoccupation des parents n'est pas de savoir si leurs enfants atteindront la maturité psychique leur permettant de vivre dans une indépendance psychologique, mais de savoir s'ils peuvent assurer à leurs enfants une consommation continue à un niveau élevé, puisqu'ils ont vécu confortablement et bien mentalement grâce au style d'humanité de type 1, il n'y a aucune raison pour qu'ils souhaitent autre chose à leurs enfants. Même les parents qui appartiennent à l'humanité de type 2 préfèrent que leurs enfants ne suivent pas leurs traces plutôt qu'ils rejoignent le rang de l'humanité de type 1. Ils préfèrent vivre dans un confort matériel et mental. C'est le mode de vie de l'humanité de type 1 et non de type 2. Bien sûr, personne ne l'a jamais appelé un style de vie pour telle ou telle humanité, mais presque tout le monde sait que dans la vie, il faut continuer d'une manière ou d'une autre. Cette phrase courante résume presque tout le chapitre de ce livre, car c'est la sagesse d'un homme de la rue qui se rend compte que seules deux voies sont possibles dans la vie, le chemin d'une vie insouciante et le chemin des soucis et des épreuves. Eh bien, avant ce livre, l'homme de la rue connaissait cet étrange paradoxe de la vie selon lequel le chemin vers une vie insouciante ne passe pas par les difficultés et le travail acharné, mais vous y parvenez ou faites-vous l'avez toujours à portée de main. Vous ne devez choisir qu'une vie insouciante. Tous les soucis et soucis de la vie conduisent à un seul effet psychologique. Ils provoquent un accès accru de l'anxiété et des stimuli émotionnels à notre conscience. Il y a des millions d'années, avant même que la conscience humaine se développe, la nature a donné à l'homme les premiers et de tous les temps l'outil anxiolytique le plus efficace, la psychose primaire. L'humanité de type 1, pourrait-on dire, a une vie psychologique plus proche de la nature, car il utilise invariablement le même mécanisme anxiolytique que l'homme primitif, le mécanisme de la psychose primaire. Il n'est donc pas surprenant que l'humanité de type 1 soit une espèce humaine heureuse. Et d'un point de vue psychiatrique, il faut se réjouir. D'un point de vue psychiatrique, il faut se réjouir que depuis les temps immémoriaux, avec son apogée moderne, la civilisation humaine, lieu de rencontre de deux humanités, de 1 et 2, favorise et promeut définitivement le style psychologique de l'humanité de type 1, parce que cela rend ce monde plus gai et plus amusant, juste un endroit plus insouciant à vivre. Bien sûr, le style psychique de l'humanité de type 1, comme je l'ai décrit tant de fois, présente de nombreuses qualités que l'éthique considérerait comme de faibles valeurs. Le manque de l'appareil autocritique, la moralité, l'estime de soi-même externe psychotique, gonflée, monstrueuse, la raideur mentale, la naïveté, la puérilité, l'émotivité superficielle, la faible créativité intellectuelle, le schématicisme, la tâche orientée, dépendante de la décision suggestibilité. Néanmoins, en termes de catégories reconnues par l'éthique et la sociologie comme précieuses pour le développement de la communauté humaine,
et tel psyché est immûr, immature. Alors pourquoi est-ce que je dis qu'il est juste que le style d'humanité de type 1 soit plus valorisé, promu et désiré dans la civilisation humaine que le type 2? J'ai déjà brièvement essayé de répondre à cette question à plusieurs reprises dans ce travail et je vais maintenant essayer de le résumer. En fait, tenter de répondre à cette question est une tentative de confronter les plus anciens sujets de recherche de philosophes et peut-être d'objet de quelque chose de plus, à savoir le sujet des plus grands mystères de la civilisation humaine, un mystère exploré par la religion. La question est, pourquoi vivons-nous? L'humanité du type 1 et l'humanité du type 2 ont des réponses diamétralement opposées. Dans le premier cas, le but de la vie humaine est un maximum de confort personnel, ce qui signifie essentiellement la possibilité d'une satisfaction illimitée de tous les besoins physiologiques et des besoins d'une estime de soi-même externe gonflée. Il n'est donc pas difficile de voir que l'humanité de type 1 est presque littéralement proche de la nature. La seule chose qui le distingue des autres animaux dans le domaine de l'indulgence est l'effort de satisfaire le besoin de l'exubérante estime de soi-même externe théâtrale, typique uniquement de l'espèce humaine, pas de l'espèce entière. Il convient de noter que cet effort psychotique pour satisfaire l'estime de soi-même externe est le plus élevé de la hiérarchie des besoins et peut même supprimer ou limiter la satisfaction des besoins de rang inférieur, généralement les besoins des animaux. Une personne avec une estime de soi-même externe psychotique peut sacrifier beaucoup et parfois même tout pour l'accomplissement d'une vision insensée de soi-même. Pour cette raison, une telle personne peut devenir dangereuse pour l'environnement. Probablement, personne qui lit cette description n'a le moins de doute quant à savoir à quelle humanité appartenaient les personnages les plus cruels, les plus fous de l'histoire humaine, les personnages qui ont conduit à plusieurs reprises des milliers et des millions de personnes à la destruction au nom de leur estime de soi-même psychotique. La différence psychologique entre l'humanité de type 1 et de type 2 de, dérive principalement de différents processus de formation de l'intelligence anxieuse émotionnelle ainsi que de facteurs génétiques, comme en témoigne une plus grande concentration de personnes atteintes de la psychose primaire dans certaines familles que dans d'autres, et finalement exprimée dans un emplacement complètement différent des points centraux de la conscience. Dans la conscience de l'humanité de type 1, ce point central est l'estime de soi-même externe théâtrale. Il n'y aurait rien de mal à cela si ce n'est le fait que ce point est psychotique. Au début, et souvent pendant une longue période de la vie adulte, comme seul noyau psychotique de toute la psyché. Comme je l'ai déjà écrit à maintes reprises, la psychose, quelle que soit son étendue d'origine, provoque toujours immédiatement le processus de rigidification de toute la psyché. Et c'est ainsi qu'une personne atteinte de tout type de psychose tombe dans son piège.